Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinar, donc édition 2024, mais effectivement pour évoquer le fonds Pécan Conviction 2023. Je suis en compagnie de Sassan Volchani, qui est directeur du développement de Pécan et qui reviendra effectivement un peu après sur la présentation effectivement du groupe Pécan, qui est aujourd'hui un des partenaires centraux dans les articulations des stratégies que l'on peut faire sur le domaine du private equity. On est parti pour un peu moins d'une petite heure. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et nous y répondrons certainement au fil de l'eau ou peut-être directement à la fin de ce webinaire. Merci Nicolas. Écoutez, très heureux de vous accueillir, même à distance, dans les locaux de Pécan, avec notre partenaire Origin et Nicolas qui est à l'initiative de ce webinaire. Et c'est un webinaire qui est utile parce que la classe d'actifs dont tu vas parler, Nicolas, nécessite de la pédagogie. Cette classe d'actifs dispose d'un vocabulaire particulier. Cette classe d'actifs a des avantages et des inconvénients. Cette classe d'actifs a différents risques que nous allons éclairer au cours de ce webinaire. Et encore une fois, très heureux de vous accueillir chez Pécan. Alors, Pécan, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement le partenaire d'un gestionnaire de patrimoine qui est Origin. Et nous sommes donc une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers et on est spécialisé sur un métier qui est l'accès au private equity. Si tu m'autorises cette comparaison, Nicolas, tu es d'une certaine façon le médecin généraliste du patrimoine et nous sommes le spécialiste en ce qui concerne la partie non cotée. Alors, on est une société de gestion relativement jeune, mais avec un ADN très ancré dans le private equity depuis de nombreuses années. Nous avons démarré notre activité en 2021 avec des premières souscriptions qui sont arrivées en 2022. Nous gérons un peu moins de 200 millions d'euros, plus de 190 tel qu'indiqué sur cette slide. Et que faisons-nous? En réalité, nous donnons accès à des fonds de private equity, et Nicolas va revenir largement sur les obstacles qui pesaient sur le private equity. Nous donnons accès à des fonds qui auparavant étaient inaccessibles aux investisseurs privés. Et pour ce faire, nous le faisons avec l'aide d'une plateforme digitale. Voilà, nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de collaborateurs dans la sélection et l'analyse des fonds, le développement, les opérations, la digitalisation, et nous serons 12 d'ici la fin de l'année. Si vous deviez vous poser une question, très bien, donc Pécan est une société de gestion, mais concrètement, que faites-vous? Eh bien, en réalité, on fait 4 choses. On sélectionne des opportunités d'investissement, c'est-à-dire que notre équipe de gestion, emmenée par Pierrick Lemaner, qui exerçait ses talents auparavant à la Banque publique d'investissement, regarde en permanence les fonds primaires, on va revenir sur ces notions, les fonds secondaires et les opportunités de co-investissement qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que les fonds primaires sont des fonds qui sont en cours de levée. Les fonds secondaires sont des fonds qui ont une maturité plus importante et on verra que c'est important de mixer les deux. Et le co-investissement, comme je vous le disais, c'est investir cette fois-ci non pas dans un fonds, mais dans une entreprise non cotée, mais on ne le fait pas seul, on le fait toujours aux côtés d'un manager de private equity. Donc ces opportunités-là, ensuite on va les loger à l'intérieur de fonds qui sont conçus et gérés par Pécan. Je vous l'ai dit, nous sommes une société de gestion de portefeuille dont c'est le métier. Ensuite, nous allons digitaliser l'intégralité du processus. Et certains d'entre vous qui sont déjà clients de notre programme de fonds le savent, cette plateforme digitale est essentielle puisqu'elle va gérer la relation entre Pécan, notre partenaire Origin, vous en tant que client, notre dépositaire qui est la banque ACIS, puisque ça vous le savez parfaitement, dans des sociétés de gestion, les fonctions sont bien différenciées.
à nous, société de gestion, la charge de la gestion, de la sélection des portefeuilles que l'on va concevoir, mais l'argent n'est pas dans la société de gestion de portefeuille, elle est chez un dépositaire. Ça, c'est la règle en matière de gestion de portefeuille. Et ensuite, vous le voyez, formation et accompagnement, parce que nous travaillons exclusivement avec les professionnels du patrimoine. Non pas que nous ne souhaitons pas vous avoir en direct chez nous, mais on a très vite considéré que le private equity était une nouvelle classe d'actifs et que cette classe d'actifs venait en complément de tout ce que vous propose déjà Origin, à savoir la partie cotée, l'immobilier, les produits structurés et le private equity institutionnel et finalement cette dernière brique dont on va parler plus largement. Une plateforme qui vous donne également un suivi de votre portefeuille, de vos investissements et de la performance que vous pouvez avoir en direct ou par le biais de votre conseiller en investissement financier, à savoir Origin. C'est donc une nouvelle classe d'actifs, Nicolas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette classe d'actifs? C'est quoi le private equity? Le principe alors du private equity, si on le prend finalement de manière simple, ça reste effectivement des actions non cotées. Donc, le simple fait d'investir par exemple dans un restaurant en face de chez soi ou autre. Bien évidemment, on ne va pas investir dans le restaurant en face de chez soi, parce que je pense qu'effectivement, il y a peut-être d'autres variables un peu plus croissantes et domaines d'avenir à aller financer. De manière simple, le private equity peut se faire de deux façons, puisqu'effectivement, Sasan a évoqué tout à l'heure le fait d'investir dans des fonds et le fait effectivement de faire du co-investissement. La possibilité de faire du co-investissement, c'est effectivement la possibilité d'investir directement dans l'entreprise. Si je ne me trompe pas, Sasan, normalement, on est sur cette variable, ou la possibilité d'investir dans un fonds qui, lui, va accompagner 8 à 15, voire 20 entreprises par an et qui va se développer, qui va aider à développer finalement les entreprises sur un secteur donné. En réalité, ce que tu dis, Nicolas, c'est que le private equity, c'est investir au capital d'entreprises qui ne sont pas cotées sur les marchés boursiers. Totalement. Pour les aider à se développer. Totalement. C'est ça la définition. Exactement. Alors, le comparatif le plus simple, effectivement, que je puisse faire, c'est notamment un sportif, parce qu'un chef d'entreprise est avant tout un sportif, qui doit se faire accompagner, avoir finalement une infrastructure, avoir des coachs. Et un fonds de private equity, pour moi, fonctionne effectivement de cette façon, c'est-à-dire un accompagnement vers la performance. Ce que tu dis, c'est fondamentalement important. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez dans une entreprise cotée, lorsque vous investissez sur Air France, vous avez évidemment un avantage qui est l'avantage de la liquidité. Vous pouvez l'acheter et le vendre chaque minute, puisque c'est une cotation en continu. C'est d'ailleurs la définition du CAC, cotation automatisée en continu. Mais le gérant qui va investir dans Air France n'a absolument aucun impact sur la façon dont cette entreprise est gérée. En private equity, c'est très différent, puisque lorsque le fonds de private equity prend une participation minoritaire ou majoritaire, il y a différents éléments à l'intérieur d'une entreprise, elle va, ce que tu disais très justement, accompagner le chef d'entreprise, l'aider à créer de la valeur en agissant directement sur des leviers comme l'internationalisation, la digitalisation, la création d'un back-office. Ça, ce sont des choses que réalise le fonds de private equity dans l'accompagnement d'une entreprise non cotée. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Parce que vous le savez, il n'y a pas de solution parfaite. On va en parler avec Nicolas. C'est quoi, Nicolas, les avantages et les inconvénients du private equity? Alors, les inconvénients, on commence effectivement par ce qui gêne toujours, c'est les liquidités. Et aujourd'hui, les liquidités des positions, comme on l'a vu en comparaison à la cotation en continu, c'est votre capacité finalement, déjà dans un premier temps, à atténuer un risque, puisque les volatilités sont moindres. C'est-à-dire, finalement, vous n'avez pas une action qui va passer de 100 à 105 euros globalement du jour au lendemain. Donc, on va avoir plutôt des rapports, à toi de m'arrêter, Sasan, si je me trompe, mais plutôt semestriels, accessibles effectivement via la plateforme de Pécan. Donc, vous n'allez pas finalement avoir cette fluctuation journalière. Donc, ça crée une décorrélation de manière générale par rapport aux actifs qui sont connus jusqu'à présent, donc les actifs cotés, ceux qui sont massivement détenus aujourd'hui par les particuliers, par les professionnels. Et c'est un relais de rendement qui est surtout non négligeable.
On va le regarder après dans la dispersion des performances, mais aujourd'hui, rien ne surperforme le private equity. Donc le private equity, on peut le dire, est un mot magique. Aujourd'hui, attention finalement à bien sélectionner ses partenaires, d'où l'intérêt effectivement d'avoir Pékin ce soir en face de nous. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est une nouvelle classe d'actifs qui, comme tu le disais très justement, a des avantages et des inconvénients. La décorrélation, bien sûr, on investit dans le private equity et du coup, la performance de ce private equity, c'est ça la décorrélation, ne sera pas la même que celle du CAC 40. Liquidité et volatilité, vous avez effectivement un inconvénient majeur, c'est que vous n'avez pas la liquidité. Quand vous rentrez dans un fonds de private equity, eh bien, vous êtes engagé sur une longue période, généralement 10 ans. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas la même volatilité que sur les marchés boursiers où vous avez une fluctuation des cours qui est importante. Et effectivement, tu le disais, un relais de rendement, c'est un potentiel de performance qui est important puisque ça, c'est France Invest qui le dit. Sur ces 15 dernières années, le private equity a réalisé un peu plus de 12% de rendement, ce qui le place au-dessus de toutes les autres classes d'actifs. Attention, j'insiste sur ce point, les performances ne sont évidemment pas garanties. Vous investissez en actions au sein d'entreprises qui ne sont pas cotées, mais même si elles ne sont pas cotées, c'est un investissement en actions, donc vous avez un risque de perte en capital et vous avez effectivement ce blocage des fonds qui est véritablement au cœur d'un investissement de type private equity. Et donc, il faut bien avoir en tête ces caractéristiques et on va en reparler plus longuement quand on va présenter notre solution d'investissement. Mais en gros, c'était ça parce que on a cette décorrélation et l'absence de volatilité. En contrepartie, évidemment, on est engagé dans un fonds avec une longue période, donc un blocage des fonds et évidemment le risque de perte de capital qui subsiste. Alors attention, pour revenir effectivement sur ce que tu disais au niveau de la fonction du risque aujourd'hui qui a été abordée, il va y avoir des différents stades de croissance effectivement sur lesquels vous pouvez investir dans une entreprise. Ce qui est généralement très connu, et ce qu'on voit le plus communément aujourd'hui, c'est le venture capital. Le venture capital. C'est quoi le venture capital? Alors, le venture capital, on va parler de capital risque. Généralement, donc on parle plutôt d'entreprises à des stades de croissance très peu avancés. C'est généralement des entreprises qui sont très jeunes, qui ont besoin de développer des produits ou des services, qui sont pas encore rentables. On peut regarder par exemple aujourd'hui la plupart des entreprises de la tech, qui aujourd'hui globalement font des levées de fonds sur levées de fonds, mais qui n'atteignent toujours pas leur rentabilité. Ça va pas être l'objectif aujourd'hui de Pécan, si je me trompe pas, Sasan, qui va plutôt intervenir sur des stades de croissance qui vont être avancés. Donc on va parler de growth, on va parler de buyout, on va démystifier un petit peu tout ça et le dire en français, capital développement et capital transmission. C'est tout à fait juste et on va en reparler quand on va présenter notre solution d'investissement. On parle de private equity. Et c'est un terme un peu générique, c'est le terme que vous entendez, mais c'est une très grande famille. C'est extrêmement profond, c'est vaste. Pour vous donner une idée, il y a plus de 14 000 sociétés dans le monde qui investissent dans des sociétés non cotées. Il y a 640 milliards qui sont levés chaque année. Donc, on va en parler, ça nécessite de la sélection. Mais gardez à l'esprit cette slide qui est très bien faite. Où dans le private equity, c'est-à-dire quand on investit au capital d'une entreprise, vous avez 3 grands segments, venture capital, capital innovation. Alors évidemment, ça fait rêver. Si on a investi au tout début de Facebook, bien c'était un bon choix, mais partez du principe que le risque qui était associé était très important aussi. Ensuite, il y a le capital développement, c'est des entreprises qui ne sont pas encore rentables ou qui vont atteindre leur période de rentabilité, qui ont besoin d'accélérer. Donc, le niveau de risque est un peu moins élevé et potentiellement, le niveau de rendement l'est un peu moins aussi. Et ensuite, vous avez le buyout. Le buyout, c'est le segment le plus vaste, le plus profond, le plus mature, je dirais, du private equity, où vous avez un fonds qui va s'associer avec le management de la société et ils vont créer une société qui va s'endetter avec du levier bancaire pour détenir
soutenir une société cible et on va rembourser l'emprunt bancaire avec les dividendes, évidemment, le management est aligné avec le fonds d'investissement qui va évidemment opérer des changements opérationnels à l'intérieur de l'entreprise cible. Mais ça, on va le voir à travers des exemples. Donc, nous, on est plutôt à plus de 90% dans le buyout, c'est-à-dire le capital transmission. Et je peux vous dire que c'est un segment qui va continuer à croître parce qu'il n'a échappé à personne, qu'il y a aussi un sujet démographique avec énormément d'entreprises qui vont changer de main. Et donc, évidemment, ça va toucher les entreprises de côté qui, je le rappelle, représentent 94% des sociétés qui sont enregistrées. Donc, on a du boulot devant nous. Tu parlais des performances qui, encore une fois, ne sont pas certaines, ne sont pas garanties. Totalement, on le redit encore une fois. Vous avez toujours un comparatif qui est celui des marchés, puisqu'on parle beaucoup des indices. Dernièrement, le S&P 500 a beaucoup fait parler de lui. Donc, on peut voir aussi une dispersion des rendements. Et ça, on en reviendra tout à l'heure peut-être sur la dispersion des rendements dans le private equity. Mais vous pouvez voir que globalement, surperforme au travers du temps toujours le MSCI qui va prendre en compte la performance des marchés mondiaux. Et donc, quand on tape sur à peu près 8% en moyenne, le private equity va toujours surperformer cette classe d'actifs, tout en sachant que sur les marchés, les indices sont vraiment à prendre avec des précautions. Ça, je le redis effectivement. La plupart des indices, quand vous prenez un indice CAC 40, par exemple, ou un indice S&P 500, il va y avoir une concentration aujourd'hui de la performance de cet indice sur quelques valeurs. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va ressentir dans le private equity. On le ressent beaucoup plus sur les marchés dans la composition des indices. Et comme on peut le voir, on dépasse généralement des performances aux alentours de 12%, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'étant pas garanties. On va peut-être effectivement évoquer tout à l'heure avec toi, Sassan, votre sélection. Ouais, et le fait effectivement d'aller sélectionner les meilleurs gérants. Et ça, c'est vraiment le biais le plus important aujourd'hui, c'est d'aller sélectionner les bons gérants et d'avoir une capacité aussi à discuter avec toutes ces maisons. Je pense que c'est le gros de votre métier, c'est une des raisons pour lesquelles finalement vous êtes un partenaire incontournable. Il faut savoir que le private equity, effectivement, on annonce ces performances-là. Un indice peut être annuel. Le private equity est une dimension long terme. Oui. Donc, toujours à mettre en opposition, puisque vous ne ferez jamais de performance au private equity sur un an. Non. Voilà. D'ailleurs, c'est très justement indiqué sur cette slide. La contrepartie de cette surperformance, c'est justement la durée de détention longue. Nicolas, tu le répètes souvent. Pourquoi ? Parce que peut-être que certains d'entre vous ont investi dans des fonds fiscaux, des fonds qui investissent dans des entreprises non cotées, mais c'est pas ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les fonds fiscaux, le gérant a l'obligation, lorsqu'il reçoit l'argent, de l'investir immédiatement. On va le voir dans un fonds private equity, il a 4 ans pour investir. Lorsque vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite, eh bien, vous subissez moins les crises, les cycles, les modes, et c'est ce qui permet de lisser effectivement la performance dans le temps. Et on va rentrer dans le détail de ces investissements. Voilà, on l'a dit, c'est historiquement la performance la plus élevée par rapport à l'immobilier et au marché coté. Avec des cycles également. Avec des cycles, ouais. Très important effectivement d'évoquer les cycles, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, notamment sur la volatilité des actions ou même des portefeuilles que vous pourriez détenir sur la partie cotée, que ce soit des comptes titres, des PEA, des assurances vie ou autres. La partie private equity, finalement, va subir assez peu de volatilité sur ces périodes-là et va permettre, au contraire, d'aller saisir des opportunités. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a une variable qui est assez intéressante à regarder et qui figure en bas à gauche de l'écran, qui est de se dire que la perte aujourd'hui, la probabilité, de perdre 25% aujourd'hui sur son portefeuille, globalement, reste quasi nulle. Oui. Et donc, l'intérêt, c'est finalement toujours de suivre les meilleurs qui savent saisir les opportunités, en période de crise. Et on peut voir finalement que lorsque vous êtes ballotté dans un portefeuille, coté, lorsque vous êtes effectivement sur un portefeuille non coté, ça permet effectivement de balancer un certain risque que vous percevez de manière moindre. Je ne sais pas si tu voulais rajouter potentiellement quelque chose, Sassan. Non, on va, en fait, je reviens un peu sur ce que l'on disait, mais la nécessité de trouver les bons gérants. Lorsque vous êtes sur une entreprise qui est en phase de capital transmission, vous avez un nouveau management qui arrive. Vous êtes sur des entreprises qui évidemment sont rentables, qui sont en croissance.
Et il faut être avec le bon manager qui non seulement a la capacité de sourcer ses investissements d'une part, mais d'autre part également de lui apporter un petit surcroît opérationnel pour lui permettre d'améliorer ses performances financières. Et oui, il y a un risque de perte en capital, mais c'est vrai que chez les excellents gérants, c'est extrêmement rare. Voilà, donc et c'est vrai que c'était une classe d'actifs qui a été largement plébiscitée par les institutionnels et qui n'était pas accessible aux investisseurs privés. Ça, c'est intéressant. Tu peux peut-être nous dire. Alors, pour faire le bon, c'est très intéressant. Tu disais ça, notamment sur la détention. Et je voulais en parler assez rapidement. Il faut savoir que la majeure partie des investisseurs particuliers aujourd'hui n'ont pas de private equity. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Et on est au début, effectivement, de la démocratisation de cette classe d'actifs, puisque les relais de rendement concentrés sur les marchés sont de plus en plus durs à trouver. Et en fait, pour nous et pour Pécan, ce qui est intéressant, surtout la recette de création de valeur. Comment on va se distinguer, comment on va pouvoir finalement avoir un impact, contrairement à un marché sur lequel on va rien maîtriser et on va être un peu dépendant finalement des contextes économiques. Tu as entièrement raison. Et pour donner un chiffre et illustrer ce que tu viens de dire, la part de private equity chez les épargnants français est inférieure à 0,5%. Aux États-Unis, la part de private equity est déjà de 10%. En France, les family office qui gèrent les fortunes des familles les plus riches consacrent d'ores et déjà 10% de leur allocation au private equity. Et c'est vrai que l'épargnant français était injustement, si j'ose dire, privé de ce potentiel de performance parce qu'il y avait un certain nombre de barrières qui étaient sur qui étaient sur cette classe d'actifs. Totalement. Pour reprendre un petit peu ce que tu dis effectivement, Sassane, la partie family office est très équipée, mais c'est surtout en fait des stratégies institutionnelles qui se démocratisent, comme on peut le voir, notamment grâce à vous. Les fonds souverains, qui aujourd'hui, on le verra, peuvent avoir aussi des investissements continus de manière à investir les bénéfices futurs. On reviendra peut-être sur ces systèmes-là dernière fois. Je veux bien que je revienne un petit peu en amont également, Sassane, puisqu'on est allé assez vite effectivement sur cette classe d'actifs, mais notamment sur le biais de création de valeur qu'on peut trouver aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on accompagne une entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'un fonds finalement va pouvoir revendre des participations plus chères? Et la recette de création de valeur, elle est assez simple. Il peut y avoir effectivement des focus de la croissance, le fait d'accompagner les dirigeants, de les aider sur les aspects réglementaires. Il faut savoir également que la plupart des fonds vont avoir, certains vont être généralistes, mais d'autres vont être des spécialistes. Comme vous l'êtes aujourd'hui sur votre partie, le spécialiste va accompagner par exemple des entreprises uniquement de la tech, peut-être de la santé, parfois mélanger certains secteurs. Et en fait, c'est sa connaissance aujourd'hui du secteur et du business qui va lui permettre effectivement d'accompagner les dirigeants dans les meilleures conditions. Cette création, vous pouvez le voir au travers des différents éléments qu'on a listés, mais c'est surtout au niveau de la gouvernance, de la croissance externe, c'est-à-dire la capacité aussi à aller acquérir des cibles. Finalement, on peut le voir notamment sur le secteur des cabinets de gestion de patrimoine notamment, ou des banques privées, qui s'agrègent aujourd'hui pour devenir des gérants du secteur. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'utiliser des leviers financiers, comme on a pu le voir, pour acquérir des cibles, les restructurer, potentiellement avoir un business model un peu plus lisible et bien évidemment à terme la sortie. Alors on en parlera peut-être après sur les plus belles sorties à réaliser en private equity. Il y a plusieurs cas de sortie. Généralement, on peut se revendre en industriel, on peut se revendre à un fonds, passer d'un fonds potentiellement primaire à un fonds secondaire, comme on l'a vu juste avant. Et puis il peut y avoir aussi l'achat par les management, on en a reparlé, et puis une introduction en bourse. Une introduction en bourse qui n'est pas la sortie rêvée. Si je ne me trompe pas. Pas toujours. Donc effectivement, ça c'est, on va l'illustrer dans des exemples réels, dans notre fonds, de tous les outils de création de valeur dont dispose le gérant pour accompagner l'entreprise. Alors pourquoi finalement ces clients privés n'avaient pas accès aux fonds de private equity institutionnels? Excellente question, Sassane. Il faut savoir que les tickets minimums d'investissement finalement dans ces fonds étaient généralement à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Donc, les seules personnes en capacité globalement de pouvoir répondre à ces offres étaient les institutionnels ou les family office qui géraient effectivement qui géraient les grandes fortunes. Bien évidemment,
il faut avoir aussi, je pense, une certaine base, c'est-à-dire finalement des contacts qui permettent effectivement d'être bien établis. L'accès, en fait. L'accès, effectivement, à ce marché qui est difficile, c'est-à-dire d'arriver en tant qu'inconnu. Oui, je veux taper à la porte de KKR, de Carlyle ou de Blackstone, t'as pas forcément quelqu'un qui te répond. Et exactement. Je pense que la demande est tellement importante qu'effectivement, c'est très difficile, effectivement, de pouvoir structurer ce genre de solution. La seule chose, c'est qu'effectivement, on peut aujourd'hui y accéder via ce qu'on appelle des fonds de fonds. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu après avec toi, Sassane, sur la solution. L'intérêt, en fait, c'est de vous retrouver investi aujourd'hui aux côtés d'institutionnels et de grandes familles, et ceux, finalement, qui étaient inaccessibles jusqu'à présent. Au niveau des contraintes qu'on va avoir, effectivement, sur le fonds, c'est que on ne va pas viser un fonds en particulier, c'est ce qu'on va voir avec toi, mais plutôt un millésime qui va accorder, finalement, plusieurs participations de fonds, de manière à être aussi... je dirais de créer une allocation d'actifs du côté du private equity, de manière aussi à se décorréler peut-être du risque. Complètement, parce que, et là ça fait la transition, lorsqu'on a commencé à parler avec Origine, et eux ils font un métier, alors voilà, c'est quoi nos différences? Nous on fait un métier de sélection des gérants. On va regarder, certains noms vous parlent, d'autres noms, les Ardian, les KKR, les Blackstone, les Verto, enfin tous ces gérants de private equity. Nous, notre métier, c'est de les sélectionner et d'en faire un véhicule, on va le voir, diversifié. Le métier d'Origine, c'était de regarder auprès des fournisseurs de private equity qui étaient susceptibles d'offrir la solution d'investissement qui pouvait correspondre aux besoins de leurs clients. Ce qui a retenu votre attention, c'était notre cahier des charges, qui était un cahier des charges extrêmement diversifié. Le maître mot de cette solution d'investissement que je vais détailler, c'était la diversification. C'est-à-dire que nous, on va composer un portefeuille avec différents fonds et des co-investissements, c'est-à-dire investir directement dans des entreprises non cotées, mais avec un gérant, pour offrir un véhicule d'accès au private equity qui vous expose à tous les secteurs, qui vous expose à différentes géographies, en Europe, dans différents pays, aux États-Unis et dans le reste du monde, sur différents millésimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds que l'on a sélectionnés, certains sont lancés en 2023, d'autres en 2024, certains en 2025. C'est important parce que les fonds de private equity, c'est comme le vin. Il y a des bons millésimes et des moins bons millésimes. Donc, pour réduire le risque, il faut avoir cette diversification en termes de millésimes. Diversification en tant que gérant, puisque vous l'avez désormais compris, nous, notre métier, nous sommes un gérant, mais nous sélectionnons d'autres gérants. Un point important, Pécan n'investit pas seul dans une entreprise non cotée pour faire l'opération de capital transmission. Nous, on sélectionne des gérants qui font ce travail-là. Mais comme il y en a énormément, il y a une pertinence à regarder, on va le voir ensemble, ce métier de sélection de fonds de private equity. Et enfin, une diversification en termes de taille d'entreprise. Je reviendrai là-dessus. Je pense que c'est aussi un des éléments qui a intéressé Origine, c'est que sur ce deuxième millésime de notre programme de fonds, on a opté pour des entreprises plutôt de taille moyenne. On le verra parce que il y a des éléments par rapport à la situation macroéconomique qui l'expliquent. Voilà. Donc, c'est un véhicule de classe institutionnelle, mais adapté aux contraintes des investisseurs privés, conseillés par les professionnels du patrimoine. C'est ça. Et ce que je veux que vous reteniez de Pécan Conviction 2023, c'est que vous avez accès à un programme diversifié dans le private equity sur le segment du LBO. Peut-être avant de rentrer dans le détail et l'explication de la stratégie, effectivement, je voulais qu'on avance un peu plus sur la sélection, savoir quel était votre travail. Finalement, qu'est-ce qui fait votre ADN aujourd'hui dans cette sélection? Il faut sélectionner, tu l'as évoqué, Nicolas, cette notion de dispersion des performances. J'ai pas la slide ici, mais on peut en parler. Dans l'univers des fonds cotés,
il y a très peu d'écart de performance entre les différents gérants. Voilà. Parce que il y a finalement un mimétisme, on est sur les valeurs et donc vous prenez un fonds côté Europe géré par A et vous prenez un fonds Europe géré par B, l'écart de performance entre les deux est minime. C'est pas vrai dans le non-coté. Dans le non-coté, les fonds du premier quartile font plus de 20% de performance et les fonds du deuxième quartile tombent tout de suite à 10-12%. C'est pas catastrophique, mais on comprend que pour générer du rendement, il vaut mieux être dans ce premier quartile. Et donc, cette notion de sélection, une, est importante, et deux, aussi, cette notion d'accès. Mais attention, la sélection, ça consiste pas seulement à prendre les fonds les plus connus et les plus gros. Sinon, ça serait très simple. Et je pense que Nicolas n'aurait pas besoin de moi ou de mes confrères pour avancer sur le private equity. Il y a une capacité de sélection qui est importante parce que vous avez ce qu'on appelle des spin-offs d'équipes, des équipes de gestion qui quittent un grand fonds pour créer leur propre véhicule. Vous avez des véhicules spécialisés qui sont un peu sous le radar, qu'on connaît moins, mais on a par exemple un investisseur institutionnel qui nous l'a recommandé. Bref, moi, en tant que directeur du développement, mon métier est de parler avec les professionnels du patrimoine. Le métier de notre équipe de gestion composée de 3 personnes est de parler en permanence avec les GP, c'est-à-dire les General Partners, les fonds de private equity, pour bien comprendre et bien analyser leur capacité à générer de la performance. Ça, c'est notre métier. Et donc, vous le voyez dans cet entonnoir assez simple, on a investi sur 13 fonds, voilà, dans le premier millésime. Eh bien, pour cela, on a regardé plus de 600 fonds. On en a instruit 327, 47 ont fait l'objet d'une due diligence avancée pour 13 finalement investissements. Donc c'est un vrai travail avec ce qu'on appelle une due diligence, c'est qu'on a une analyse multicritère qui permet de savoir, tiens, pourquoi ce fonds-là, on va le sélectionner. Eh bien, c'est son historique de performance, c'est sa capacité à créer une firme, c'est leur spécialisation sectorielle. Bref, c'est une analyse multicritère qui nous permet d'avoir cette approche. Alors, le chiffre de 50 millions que j'annonce, c'est le montant qui a été investi par les clients à l'intérieur du premier véhicule qui est clôturé. Et d'ailleurs, on va. Dont les résultats sont peut-être parlants. Voilà, vous le voyez ici, vous avez Pécan Co-investissement 2022. Il est clôturé aux souscriptions. Et les logos que vous voyez, eh bien, ce sont les fonds qui composent le portefeuille. Et en revanche, quand vous voyez Bienalisé avec Columna Capital, GAC avec Verto, ou Suan Pharma avec Archimède, eh bien là, ce sont des co-investissements. En dessous, c'est le fonds, et au-dessus, ce sont les 3 sociétés non cotées dans lesquelles on a investi. On va revenir sur la structure du portefeuille. Mais pour répondre à votre question, on a eu 30 millions investis dans le premier millésime, et on est à date à hauteur de 20 millions sur le second millésime. Donc, c'est à cela que correspondent les 50 millions. On estime que voilà, c'était notre premier millésime. On est très heureux avec la confiance de nos partenaires d'avoir fait un premier véhicule à 30 millions. Je pense que sur le second, on sera au-dessus de ce montant-là parce que il est évidemment encore ouvert aux souscriptions et ce jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est les actifs qui composent le portefeuille. Encore une fois, sur la première ligne, vous n'avez plus la possibilité d'investir sur ce fonds puisqu'il est clôturé. En revanche, celui dont on parle, c'est le second. Mais c'est intéressant puisque ça permet de voir ce que l'on a réalisé dans le premier, à la fois en termes d'investissement, mais aussi en termes de capacité à générer de la performance. Alors là, l'objet, c'est pas de vous parler des performances qui, encore une fois, ne sont pas
garantie, elles peuvent évoluer dans le temps. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en performance positive sur ces deux véhicules. Et donc, voilà, le portefeuille se construit correctement et les investissements se déroulent bien. Souvent, tu m'interroges sur la structure du portefeuille, Nicolas. C'est comment on construit un fonds de fonds. Totalement, comment construire un fonds de fonds et pourquoi finalement avoir construit, je dirais, les 100% de boîte de fonds avec une partie secondaire, une partie primaire qui est en opposition et une partie co-investissement. Quelle va être l'utilité de chaque poche, globalement? C'est une question qui revient souvent auprès de ma clientèle, et j'aimerais finalement avoir ta réponse là-dessus. Oui. J'en profite pour répondre à une question. Effectivement, 50 millions, c'est dans notre programme de fonds de fonds. Et comme je vous le disais, on gère un peu plus à peu près 190 millions. C'est dans d'autres véhicules qui sont aujourd'hui fermés aux investissements, dont on a choisi aujourd'hui de ne pas parler, mais on a créé en fait un véhicule qui s'appelait Bex Fund 5 by Pécan et qui donnait accès à une stratégie sur le secondaire. Et on a collecté 45 millions d'euros dessus. Ça a eu beaucoup de succès parce que le secondaire est une classe d'actifs qui est intéressante et d'ailleurs qui va nous permettre de faire le bond justement vers cette explication. Voilà, donc c'est tous nos véhicules qui représentent cela. Et je reviendrai sur la partie millésime dans un second temps. Quand on a eu ce cahier des charges d'offrir la diversification, d'essayer de vous fournir le plus de diversification et aussi, tant qu'à faire, de vous proposer une performance en ligne avec ce que l'on attend du private equity, eh bien, on a dit qu'on allait avoir 80% de fonds et 20% de co-investissement. Évidemment, nous, notre métier, c'est, comme on l'a dit, et vous l'avez vu sur la slide précédente, c'était de sélectionner des fonds et de les loger à l'intérieur de notre portefeuille. Et donc, sur le premier millésime, comme sur celui que vous avez sous les yeux et dans lequel vous pouvez souscrire, comme son successeur qui interviendra au deuxième trimestre 2025, c'est toujours la même structure de portefeuille. 80% de fonds et 20% de co-investissement où on investit dans des entreprises non cotées avec un manager de private equity. Alors, pourquoi fonds primaires, fonds secondaires? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? En réalité, chaque poche va avoir une spécificité. La première poche de 60% de fonds primaires, ça veut dire des fonds qui sont au début de leur vie, qui sont ouverts à la commercialisation et qui n'ont pas encore démarré leurs investissements, on va s'engager dedans. Ça va être la colonne vertébrale de notre portefeuille. C'est ce qui va nous permettre d'avoir déjà construire le début de cette diversification par manager, par millésime, par zone géographique, par taille d'entreprise. Et là, l'objectif, en tout cas, c'est d'aller chercher des fonds qui vont faire du 2x en multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on investit 1, eh bien, on va en retirer 2. En tout cas, c'est ce que l'on recherche, net de frais à l'intérieur du FCPR. C'est l'objectif qu'on s'assigne. Oui. Alors, je me permets de te couper, mais qu'est-ce qui explique une performance moindre en termes de multiples sur la partie secondaire et peut-être qu'est-ce qui explique aujourd'hui une performance plus importante de 2,5x sur la partie co-investissement? Parce que dans le fonds secondaire, on va arriver sur des véhicules qui ne sont pas au début de leur vie. Imaginons, donc on prend la période habituelle de 10 ans. Les fonds primaires, on rentre en année 1 ou à la fin de l'année 2, enfin au début de la vie. Dans un fonds secondaire, les actifs qui vont composer ce fonds vont avoir 5, 6, 7 ans. Ça veut dire qu'une partie de la performance est déjà matérialisée à l'intérieur du portefeuille. On aura un peu moins de rendement, mais on a déjà une partie de la performance qui est inscrite. Pourquoi on fait ça?
On fait ça pour une raison simple, c'est qu'on veut amortir la courbe en J. Alors, c'est quoi la courbe en J? C'est très simple. Et vous allez le comprendre, hein, c'est pas rocket science comme disent nos amis américains. Lorsque vous achetez un fonds qui commence à avoir des actifs dans le portefeuille de 1, 2, 3, 4, qu'importe, eh bien, il va valoriser ses actifs dans le portefeuille de façon conservatrice et va les valoriser à 100. Mais ce fonds que l'on a sélectionné va avoir des frais de gestion, généralement 2% de frais de gestion et 20% de carré. Eh bien, en réalité, ces frais vont venir peser sur la valeur liquidative et on va passer sous le nominal. Vous voyez bien que si j'ai une poche de secondaire avec une performance déjà inscrite à l'intérieur de ces véhicules, ça va venir amortir la courbe en J. Et nous, c'est ce que l'on veut, c'est donner le moins de volatilité à nos investisseurs privés, leur offrir la diversification. Et c'est la raison pour laquelle on mixe 60% de fonds primaires et 20% de fonds secondaires. Et pourquoi 2,5x dans le co-investissement? En fait, ça, c'est ce que j'appelle ma poche d'alpha. C'est ma poche de, j'aime pas trop le mot, de surperformance. Mais tu as raison, on ne fait pas de performance sans risque. Ça, c'est l'alpha et l'oméga de la gestion financière. Si vous cherchez de la performance, immédiatement, vous augmentez votre niveau de risque. Alors, comment je peux aller chercher de la performance et maîtriser mon risque? Eh bien, je me mets des garde-fous. Et j'en ai choisi 3. Le premier, c'est 20% du portefeuille. Ça, vous le voyez, donc ça ne dépassera pas ce montant-là. Deuxièmement, ça sera 4 investissements maximum. Donc, on est évidemment déjà qu'on est sélectif sur le fonds, on sera encore plus sélectif sur la poche de co-investissement. Et enfin, on ne fait jamais seul. On le fait avec un manager de private equity qui nous propose ce co-investissement. Je reviens sur ce que l'on a réalisé dans le premier millésime. Vous vous souvenez, je prends l'exemple de Bianalysis avec Columna Capital. En fait, Columna Capital est un gérant anglais qui nous a proposé d'investir dans une plateforme d'analyse médicale dans le nord de l'Italie qui s'appelle Bianalysis. Eh bien, c'est très simple. C'est le même marché que la France il y a 15 ans, avant le regroupement des laboratoires d'analyse médicale. Et Columna Capital est un spécialiste du build-up. Donc, il a investi chez Bianalysis et depuis qu'il est au capital, il a fait 76 acquisitions pour construire ce qui sera, tout cas on l'espère, le champion de l'analyse médicale dans le nord de l'Italie et peut-être dans l'Italie tout entière. Un peu le biogroupe que l'on a maintenant en France, 10 ans après cette vague. Et donc là, vous voyez le rôle du manager de private equity qui était de construire une verticale dans cette industrie de la santé et de l'analyse médicale. Après, on a évidemment réfléchi, on peut en parler des heures, parce que tout simplement, c'est en Europe, la santé c'est résilient, il y a une démographie qui tend vers l'augmentation des dépenses de santé. On estime que ces dépenses de santé augmentent de à peu près 5% par an dans le continent européen. Donc, tout cela nous a indiqué que investir dans cette plateforme d'analyse médicale dans le nord de l'Italie avec un gérant que l'on connaît bien, qui est Columna Capital, faisait du sens. Donc, c'est ça, en fait, le co-investissement. Alors, la performance qu'on attend de cela est évidemment un peu plus importante parce que ce que l'on souhaite, c'est avoir une performance nette de frais entre 1,7 et 1,9x et avoir un rendement sur ce portefeuille supérieur à 10%. C'est ce que l'on recherche à l'intérieur de ce portefeuille. Et donc, effectivement, 2,5 fois, c'est ce que l'on recherche dans cette poche. Alors, je vous le disais, un fonds de private equity,
il y a un vocabulaire différent, on parle d'engagement, de période d'investissement, de distribution. Ça veut dire quoi? Ce fonds que vous avez sous les yeux, Pécan Conviction 2023, il a été lancé en juillet 2023. Quand on l'a lancé, il y a eu un premier appel de 30%. Et puis, il y a eu un autre appel de 10% tout de suite en septembre 23. Puis, il y a eu en mars 24 10% supplémentaires et de nouveau 10% en septembre 24. Et là, on arrive à un moment où si vous décidez d'investir demain, ben vous allez rattraper les investisseurs qui étaient arrivés plus tôt. Et à ce titre, imaginons que vous rentrez demain dans ce fonds et que vous décidez d'y investir 100 000 euros, eh bien, on va vous appeler, c'est-à-dire que sur votre engagement de 100 000 euros que vous allez signer après avoir suivi un parcours de souscription pour être certain, je parle sous le contrôle de Nicolas, de l'éligibilité de cette solution d'investissement par rapport à vos besoins, eh bien, on vous appellera à hauteur de 60 000 euros. Mais vous savez que, et vous êtes tenu d'ailleurs, par un engagement du solde de ces 40 000 euros qu'on appellera en mars 25, septembre 25, mars 26 et septembre 26. Je me permets de dire en complément, Sassane, c'est très intéressant puisqu'effectivement le fonds a ouvert en 2023, début 2023, il aurait dû normalement clôturer, mais vous le verrez à la fin sur les documents, il peut y avoir 2 périodes de prorogation de 6 mois. Donc là on arrive à la fin de la seconde période de prorogation de 6 mois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez globalement, pour ceux qui veulent entrer dans cette solution, finalement après tout le monde, en grosse partie, et qui dit arriver après sur les mêmes conditions, dit effectivement que la liquidité, c'est-à-dire finalement les déversements futurs de votre investissement devraient intervenir à compter de la fin des appels de fonds. Oui. Donc, normalement, récupération théorique, je dirais, du capital entre 2027 et 2030. Alors, exactement. Tu as entièrement raison. Partez du principe qu'un fonds private equity, c'est comme une jarre qui se remplit d'investissements pendant la période, chez nous, de 4 ans. Donc, 2023, 24, 25, 26, nous, on va sélectionner des fonds que l'on va mettre à l'intérieur de Conviction 23 et les fonds qu'on va sélectionner vont eux-mêmes investir sur des entreprises non cotées. Donc, à la fin de 2026, vous aurez, par indirectement et directement dans la petite poche de co-investissement, accès à 110, 115 gros LBO diversifiés sectoriellement, géographiquement, par gérant, etc. Mais en 27, on va commencer à rendre l'argent. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir des cessions à l'intérieur du portefeuille, eh bien, on va prendre cet argent et on va le renvoyer à l'investisseur. Et on estime que la période où vous allez retrouver le montant que vous avez initialement investi interviendra sur ce fonds-là, probablement vers 2028-2029. Ce que je veux dire par là, c'est que la durée longue d'investissement 23-33 pour Conviction 23 doit être mis en perspective avec le fait qu'on n'appelle pas l'argent tout de suite, mais sur 4 ans, qui est la période d'investissement. Et à partir de l'année 5, on commence à vous rendre potentiellement, rien n'est jamais certain, donc vous connaissez mes réserves d'usage, à renvoyer l'argent vers les investisseurs. Et c'est à la fin de la période d'investissement où notre objectif, qui n'est pas garanti, est de faire entre 1,7 et 1,9 fois votre investissement initial, ce qui, sur la durée, représente un TRI de 13%, évidemment, net de frais. C'est ça un petit peu la complexité du private equity. Et si vous me le permettez, avec le premier millésime, il a été lancé en 22, donc c'est 22, 23, 24, 25. Le premier millésime, il rentre dans sa dernière année d'investissement, il va commencer à rendre l'argent en 26. Le nouveau, c'est 23, 24, 25, 26, il va commencer à rendre l'argent en 27. Et évidemment, on va refaire un véhicule qui va renvoyer l'argent en 28. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on essaye chez Pécan
de construire des véhicules diversifiés de private equity qui vous permettent dès 10 000 euros d'investir comme un institutionnel. Sauf qu'évidemment, l'institutionnel, il est 100 millions d'euros et quand il reçoit des premières distributions, eh bien, ça lui permet de financer une partie de ses appels. Mais vous, si vous avez une période longue devant vous et que vous avez des liquidités, eh bien, vous avez la possibilité dès 10 000 euros d'investir dans des actifs de qualité institutionnelle. C'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre à l'intérieur de Pécan Conviction 2023. Il me reste quelques minutes pour parler des investissements. Plutôt que de rentrer dans le détail, si vous me le permettez, je vais arriver sur cette slide. Voilà, comme ça, vous avez bien la structure du portefeuille. Vous voyez, on a déjà 4 investissements dans la partie primaire. D'ailleurs, Nicolas, si tu me le permets, tu parlais il y a toujours un avantage à rentrer à la fin de la période d'investissement. Je vous disais qu'on va le garder ouvert jusqu'au mois de janvier 2025, vraisemblablement, ce véhicule. Oui, en fait, vous voyez bien les avantages. Le premier, c'est que vous rentrez aujourd'hui, vous avez plus de visibilité sur le portefeuille que celui qui est rentré tout de suite au début. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as évoqué, Nicolas, c'est que tu as gagné quasiment 14 mois sur la durée totale de l'investissement. Alors oui, tu es plus appelé, mais tu gagnes du temps. Voilà. Totalement. Et alors ça, c'est une spécificité parce que ce véhicule est sous un format FCPR et donc il n'y a pas de prime de souscription parce que le FCPR est un véhicule qui est ouvert aux professionnels comme aux non-professionnels. Donc, l'AMF ne met pas de prime de souscription. Donc là, vous avez la possibilité de rentrer au nominal sur un véhicule qui a déjà une substance en matière d'investissement et actuellement, vous avez déjà 6 fonds. Un mot sur les fonds. C'est 4 fonds primaires qu'on a choisi pour évidemment leur complémentarité et dans une conviction qui est la nôtre, qui est celui d'aller vers le mid-cap. Alors, Kinsight. Avant ça, peut-être, qu'est-ce que le mid-cap? Puisque tout le monde définit aujourd'hui un petit peu la taille comme il le souhaite. En fait, j'ai du mal à répondre à cette question, Nicolas, parce que autant dans la gestion cotée, la notion de mid-cap est communément acceptée avec des valeurs extrêmement précises, c'est pas du tout le cas en private equity. D'accord. On peut considérer qu'une valeur d'entreprise de 100 millions d'euros, on est dans le mid-cap, on serait dans le micro-cap aux États-Unis. Voilà. Et pour certains gérants, on est dans le lower mid-cap et pas encore dans le small-cap. Donc, il y a des définitions assez floues. En revanche, pour répondre de façon générale, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on estime que le potentiel de performance du private equity à venir, parce que c'est toujours des performances qui sont futures, sur lesquelles évidemment, encore une fois, il n'y a pas de garantie, mais on fait preuve d'anticipation, eh bien, on estime que ça sera plus performant, c'est selon Pécan, dans le mid-cap. Pourquoi? Parce que il ne vous a pas échappé que les taux d'intérêt avaient augmenté, même si on atteint actuellement un pic, avec le ralentissement notamment de l'inflation, et vraisemblablement il commence à descendre. Et donc, si l'argent est plus cher, dans des opérations de capital transmission à effet de levier, l'argent coûte plus cher. Et donc, ça va être un peu plus difficile de financer cela par la dette. En revanche, si les taux baissent, ça va redonner de la performance. Et ce que l'on constate, nous aussi, c'est qu'on va revenir un peu à l'épure du private equity, c'est-à-dire que l'on va être avec des gérants qui sont capables d'accompagner les entreprises, qui sont capables de mettre en place des process opérationnels qui ont, pardonnez-moi l'expression, les mains dans le cambouis pour essayer de générer de la performance. Et tous les gérants que vous voyez, Kinsight, Sagard Newgen, Verto, Turenne, sont dans cette optique-là. Ce que l'on va chercher aussi à faire, c'est avoir cette vélocité du capital
Et par exemple, Sagard New Gen a déjà des sorties dans le portefeuille. En fait, c'est un portefeuille qui avait déjà bien déployé et il y a déjà des premiers retours. Eh bien, je vous donne un exemple. Au sein de Sagard New Gen, on avait les laboratoires d'Elbert, qui était un actif de Sagard New Gen, qui a été racheté par un autre fonds de private equity, une des sorties que tu avais citées. C'est sorti à 2,7x. Eh bien, cet argent-là, il est revenu dans le fonds Sagard New Gen et donc indirectement dans Pécon Conviction 2023. Et donc, là aussi, ça a amorti la courbe en J. Et donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné ce fonds. Ensuite, on a 2 fonds de secondaire qui nous exposent bien sur le marché américain. Les 4 premiers, c'est plutôt du large cap avec Insight, plutôt du mid cap et du lower mid cap avec les 3 derniers, mais plutôt en Europe. D'accord. Et en termes de secteur, peut-être, excuse-moi, je t'ai coupé, oui. Ça. Peut-être qu'il est important effectivement de faire un focus sur les secteurs visés. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez ou globalement vous allez sélectionner les gérants sur des thématiques très précises? Non, on n'a pas de secteur que l'on refuse. On essaie d'être diversifié. En revanche, on a un biais qui est aujourd'hui sur celui de la santé, qui est un secteur très large. Hein. C'est comme quand on dit tech. Ouais. La tech, c'est les logiciels, B2B, c'est énormément de sous-secteurs. Mais on a quand même un biais sur la santé parce que les fonds d'investissement sont extrêmement actifs. Preuve en est, c'est que vous l'avez pas dans cette slide-là, mais on va faire un premier co-investissement dans Pécam Conviction 23. Donc là, je vous le dévoile un petit peu en exclusivité avec Origine. On a décidé de s'engager dans une société qui s'appelle Technoflex. Et on le fait avec un gérant qui s'appelle Adagia Capital Partners, qui est un très bon fonds de private equity. Et en fait, Technoflex est un acteur de la santé qui produit en fait des poches PVC et plus sophistiquées, multi-compartiments, voilà. Et donc là aussi, c'est une boîte, je vous donne des éléments, qui fait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est clairement dans le mid-cap. Et qui fait 8 millions d'euros d'EBITDA avec des perspectives de croissance à 5 ans avec un nouveau management. Donc, voilà ce que l'on fait dans cette poche de co-investissement. En tout cas, ce que je voudrais que l'on retienne, c'est un véhicule de qualité institutionnelle, mais qu'on a rendu accessible aux investisseurs privés parce qu'il est accessible dès 10 000 euros. Il est à appel successif, vous êtes appelé à 60% et vous aurez encore 40% qui seront appelés en mars et en septembre de chaque année et qui vous permettent de vous exposer, en tout cas on le souhaite, de la façon la plus cohérente à des managers de private equity qui normalement sont inaccessibles puisque vous voyez qu'Insight dans ce Conviction 2023, il faut avoir 5 millions d'euros pour investir chez Insight et là on donne accès. Bex en secondaire, il faut 3 millions de dollars. Eh bien, là, dès 10 000 euros, vous avez une quote-part de ce fonds-là. Et c'est cette innovation qu'on a voulu mettre au service des professionnels du patrimoine pour votre épargne, qui, je le rappelle, est une épargne à long terme. Voilà, il est 58. On a eu des questions et évidemment, Nicolas, on est à la disposition des auditeurs pour répondre à toutes questions additionnelles. Totalement. Si jamais vous en avez tout de suite, pourquoi pas y répondre. Et puis, le cas échéant, n'hésitez pas à revenir directement auprès du gérant qui vous suit chez Origine, si jamais vous souhaitez avoir des informations complémentaires, sur notamment les entreprises aujourd'hui qui seraient dans les fonds, sur les fonctionnements et sur potentiellement les sommes à réaliser et les démarches pour souscrire. N'hésitez pas. En tout cas, c'était un réel plaisir. Merci Sassan de nous avoir accueillis dans des beaux locaux de Pécam ce soir. Merci à toi Nicolas et à votre disposition. Merci à tous. Au revoir.